Ligne droite. Le grand réveil. Ce grand réveil avec Nicolas Conquer, porte-parole de Republican Overseas, qui représente le parti de Donald Trump en France. Bonjour Nicolas Conquer, pardon. Bonjour Maud. On parlait de ce débat dans les informations ce matin, on en parlait hier également, ce débat qui a opposé Donald Trump à Kamala Harris, c'était le second débat, et on s'aperçoit qu'après après ce débat, ça fait beaucoup de débats dans la même phrase, finalement l'écart ne se creuse pas entre les deux candidats, 1 ou 2 points d'écart. Qu'est-ce qui explique ce très faible écart entre les deux candidats, et qu'est-ce qui pourrait faire basculer l'élection dans les prochains mois ? Alors tout d'abord, vous avez dit que c'était le deuxième débat. Il faut rappeler que le premier, c'était face à Joe Biden. C'était face à Exact. donc en fin juin dernier. C'était très très tôt. C'était à la demande des Biden d'ailleurs que ça puisse être aussi tôt. Mais à la suite de ça, on se souvient que Joe Biden est sorti KO littéralement. Il a abandonné sa course et mis fin à 50 années de carrière politique à la suite de ce débat qui s'était révélé catastrophique. Ouais. On a pour l'instant ce seul débat qui a eu lieu avant-hier dans un État pivot en Pennsylvanie, qui va être clé pour l'élection. Je le rappelle, c'est les États qui basculent d'un côté ou de l'autre d'un candidat en fonction des élections. Et c'est l'État pivot qui a le plus de grands électeurs, d'où le fait qu'il y ait une telle mobilisation de tels investissements publicitaires qui vont se chiffrer, attention, en centaines de millions de dollars dans cet État. Ah oui. Donc on a ce premier débat qui, certes, l'élection, c'est dans tout juste 2 mois, nous ça nous paraît demain, mais en termes de dynamique de campagne et en termes de cycle médiatique, il y a énormément d'actualités qui va se passer. Donc on est encore assez tôt. Si vous regardez par rapport aux années 2020 ou 2016, les débats étaient bien plus tard dans la campagne. Là, aujourd'hui, il y a seulement un État aux États-Unis, parce qu'il faut rappeler que c'est une compétence des États, le mode de scrutin. Et donc, il y en a qui commencent à voter dès aujourd'hui par correspondance et de manière anticipée. D'accord. Mais c'est encore assez tôt. Même si on a déjà, depuis début septembre, on est rentré dans une dynamique où les gens veulent scruter davantage les programmes et les candidats, on est toujours dans cette phase où il reste certains indécis. Parce que faut quand même rappeler qu'à ce stade, il y a quand même 75%, donc près de 8 Américains sur 10, qui sont arrêtés sur leur vote. Mais maintenant, tout l'enjeu, c'est d'arriver à vous convaincre, à ramasser vers soi les indécis. Et hélas, pour Kamala Harris, ces indécis, ce sont davantage des électeurs hommes, mâles blancs, non diplômés. Et ça désigne tout à fait cet électeur de Trump qui est de manière générale moins mobilisé, qui va peut-être venir à l'élection ou non, comme on l'avait vu en 2016. Et d'ailleurs, ce qui, peut-être pour aller un peu plus dans ce sens-là, c'est ça rend la modélisation des sondages très compliquée parce que c'est des gens qui savent pas s'ils vont se déplacer et peut-être qu'à la faveur d'un thème de campagne qui peut être porté jusqu'au dernier jour, pourra faire l'objet de la mobilisation. On dit souvent qu'aussi dans les campagnes américaines, il y a des surprises. Il y a une surprise en octobre, mais il y a surtout la November surprise. C'est la révélation assez fracassante qui fait basculer une élection. On avait eu quelques jours avant l'élection de Hillary Clinton et Donald Trump en 2016, la révélation sur son serveur privé sur lequel elle stockait des emails qui avait fait une onde de choc assez retentissante. Et comme on l'a dit, il suffit de faire basculer quelques dizaines de milliers de voix dans quelques États où ça compte pour pouvoir remporter l'élection. Quelles sont les prochaines étapes là, de cette campagne ? Il reste un peu moins de 2 mois. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir d'autres débats ? Kamala Harris a réclamé un second débat, je crois, que Donald Trump a pour le moment refusé. C'est quoi les prochaines étapes, Nicolas Conquer ? Alors, effectivement, ces exercices de débat, ils sont en général très codifiés, ils se prévoient en avance. Ils étaient déterminés déjà au moment de Biden, ils étaient fixés au nombre de 3. Il y en avait un fin juin et 2 autres qui devaient avoir lieu en septembre. Et là, inopinément, on a un peu bousculé les règles. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi les colistiers de ces candidats qui ont besoin aussi de se faire connaître davantage. Tim Walz pour Kamala Harris et J.D. Vance, qui lui, certes un peu plus connu parce qu'il est sénateur et aussi auteur d'un livre à succès, donc le colistier de Donald Trump. Ils vont avoir un débat qui va être le 1er octobre. Donc ça, c'est déjà assez tardif, mais ça permet aussi un peu de mettre en avant un petit peu la couleur de ce ticket que vous présentez, qui dira comment vous allez gouverner, notamment pour un Donald Trump qui, rappelons-le, ne peut plus, suivant la Constitution, ne faire qu'un seul mandat. Donc on est déjà un peu d'amorcer un petit peu aussi cette transition vers celui qui potentiellement façonnera l'avenir du Parti républicain des États-Unis. J.D. Vance a tout juste 39 ans, donc c'est quelqu'un qui a un grand avenir politique devant lui. Donc ça, c'est en ce qui concerne un prochain rendez-vous qui est déjà inscrit. Derrière, là, il y a un peu de bluff concernant s'il faut faire un débat. Tout le monde veut jouer un peu celui qui a remporté cette première manche. Derrière, on voit que entre les éditorialistes qui font les gros titres des médias un peu mainstream et les sondages qui vont sonder les électeurs indécis, on n'a pas tout à fait la même dynamique. D'un côté, il y a tout le monde qui veut donner Kamala Harris vainqueur. D'un autre côté, les électeurs indécis, ils ont davantage été reportés en faveur de Trump. Moi, toute
partialité mis de côté, je vais dire qu'il y avait deux buts de guerre lors de ce dernier débat. Ensuite, on parlera des prochaines étapes. Le but de Oui. guerre de Donald Trump, c'était de montrer qu'il était en maîtrise de lui-même, qu'il allait pouvoir permettre, enfin, il allait faire définir Kamala Harris en l'exposant, en montrant qu'elle n'est pas en mesure de convaincre, de pas céder un peu à ses outrances, à ses mauvais démons tel qu'on peut le connaître, donc de montrer que voilà, il avait une bonne tempérance et qu'il est une stature présidentiable. Je Mm. pense que le but a été globalement atteint. Et Kamala Harris, pour lequel c'était vraiment le premier exercice du débat et quelque chose qu'elle réussit pas en temps normal, de pouvoir s'identifier. Il y a encore 3 Américains sur 10 qui la connaissaient mal ou peu. Je pense qu'elle a quand même marqué des points, mais elle n'a pas eu un impact significatif lors de ces débats. Si on est Ouais. assez objectif, je pense qu'elle a surperformé. Et Donald Trump est peut-être été un peu légèrement en dessous des standards, mais ça fait pas toute la campagne. Je pense au contraire que on va le voir là dans les dynamiques dans les jours à venir, que ça fait pas beaucoup osciller l'aiguille. Mm. Donc là, dans les étapes à venir, désormais, c'est vraiment d'aller se saisir un petit peu des sujets qui vont mobiliser et aussi de capitaliser sur un petit peu ce qui a fait couler beaucoup d'encre sur ces débats. En fait, on a mis la focale sur certains faits de société. Vous en parliez justement actuellement dans notre beau pays de France, mais sur l'insécurité. Vous savez, l'histoire des foyers d'immigrants illégaux qui rendent la vie impossible à certains habitants là dans l'Ohio où il a été mis en avant que les gens mangeaient des chats et des chiens. Donc je pense que là, Donald Trump, il n'a pas fait une sortie de route, il a parlé des chiens, mais c'est littéralement de chats et d'oies dont il est question. C'est pas rassurant, mais quand même ça serait anecdotique, ça met la focale sur ce problème qui a une beaucoup plus forte ampleur. On rappelle que c'est près de 15 millions d'immigrants illégaux qui sont entrés en à peine 3 ans et demi sous l'administration Harris Biden. C'est conséquent et ça a des impacts significatifs. À plus forte raison si on se projette dans une optique où il devait y avoir une amnistie générale et tous ces immigrants illégaux viendraient à être régularisés Mm. avec potentiellement un énorme réservoir de voix pour les démocrates. Je ne parle pas de cette élection évidemment, mais à l'avenir, ce qui serait tout à fait fracassant pour l'unité et la démocratie américaine. Vous évoquez effectivement cette sortie de Donald Trump dont on a davantage parlé finalement que le débat en lui-même. On connaît évidemment les excès éventuellement de langage de Donald Trump, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça n'a pas tendance à le desservir justement Donald Trump? Parce qu'on lit effectivement que Donald Trump a peut-être été un peu plus caricatural cette fois. Est-ce que c'est pas dangereux? Alors, sur l'ensemble du débat et de manière générale, on va dire que c'est surtout le traitement médiatique des médias envers Trump qui est assez caricatural, notamment ici, mais un peu partout ailleurs, où les Ouais. gens manquent Oui, aux États-Unis, tous absolument les médias de quasiment. nuances et de neutralité. Ouais. Ensuite, sur ce qui a été dit, ça serait gênant si c'est quelque chose qui n'était pas matérialisé. Là, on dit, Mm. ça n'a juste pas été relayé dans les médias et les autorités locales, pour l'instant, se sont pas prononcées. Mm. C'est juste que, de fait, aujourd'hui, et vous le voyez bien, on peut être journaliste citoyen avec son téléphone, on va auprès de ces situations, on prend le pouls de la température des habitants et il y a des faits. Alors, je ne dis pas qu'ils sont systématiques et récurrents et que tout le monde fait des barbecues de chats dans les parcs dans l'Ohio, mais il y a des faits qui ont été relayés avec des sources fiables. Mais encore une fois, je pense qu'au-delà de ce simple épiphénomène, c'est le reflet plus important d'une grande situation que traversent un peu les habitants, mais pas seulement de l'Ohio, hein, qui est un tout petit État du milieu des États-Unis, du Midwest, Ouais. des Appalaches, mais qui concerne l'ensemble des États dans lesquels, des 50 États dans lesquels on envoie ces immigrants illégaux qui ne sont pas du tout contrôlés et dans lesquels, là, c'est des foyers, 30 000 immigrants illégaux dans l'Ohio, dans une petite ville, qui serait l'équivalent de Tulle en France. Vous imaginez un peu la tension que ça crée sur les habitants locaux. Donc, Mm. est-ce que ça le sert ou non? Là, vous voyez qu'effectivement, il a complètement aspiré la concentration médiatique sur ce sujet-là, qui je pense est un thème qui a besoin d'être remis au cœur de la campagne, à savoir l'immigration illégale, et sujet sur lequel il sera nettement plus en mesure de délivrer que Kamala Harris et Joe Biden, évidemment, qui sont effectivement les seuls responsables de la situation dans laquelle on est actuellement. Nicolas Conquin, une question annexe. Taylor Swift, mondialement connue évidemment, a apporté son soutien à Kamala Harris. On s'y attendait, elle l'avait déjà fait lors de la précédente élection. Un soutien comme ça, est-ce que ça a un véritable poids? Parce qu'on sait qu'un artiste américain qui soutient un candidat américain, ça n'a pas le même poids que Yannick Noah qui soutient François Hollande, quoi. Donc est-ce qu'aux États-Unis, ça a un poids considérable, ce type de soutien? Il y a toutes sortes de précédents hein, depuis Kennedy, Nixon, de stars qui se sont illustrés aux côtés des politiques et c'est parfois révélé un choix assez hasardeux. Même en 2016, il y avait des rappeurs très connus qui étaient venus soutenir Hillary Clinton et elle qui était un peu déconnectée un peu de cette culture un peu street, Ouais. n'avait pas pu vraiment saisir un petit peu
l'intérêt ou reconnaître ou montrer qu'il y a une vraie proximité. Là, aujourd'hui, vous demandez à Kamala Harris de vous citer un rappeur, elle vous parle de Tupac qui est mort il y a 20 ans. Ça, c'est une première chose. En ce qui concerne Taylor Swift, ça devait être secret pour personne que c'était les démocrates, elle s'en est pas Oui. cachée, notamment même lors du Covid. Elle avait fait des grosses campagnes de promotion avec son conjoint joueur de foot américain. Donc c'était juste le timing. Pour moi, je ne me sens pas très opportun du point de vue de la campagne de le sortir le soir du débat que eux présentent comme étant une victoire. Ça laisse plutôt à penser qu'ils étaient peut-être un peu en dessous. C'était un peu une gestion de crise et qu'ils ont dû la sortir du bois assez rapidement. Dernière chose, effectivement, Taylor Swift, elle a une base immense qui, je pense, est déjà mobilisée et attend pas une consigne de vote de la part d'une chanteuse de country pour aller voter. Et pour la petite blague, c'est quand même quelqu'un qui ne fait que écrire des chansons pour écrire pourquoi elle a choisi le mauvais gars, pourquoi elle ne fait que des erreurs dans ses affaires sentimentales. Donc peut-être que en termes de matière de choix électoraux, c'est pas la plus indiquée. Ça c'est fait. Parmi les phrases de Donald Trump durant ce débat, il y en a une sur laquelle j'aimerais vous interroger. Il dit: si Kamala Harris est élue, Israël n'existera plus et toute la région va exploser. Pourquoi a-t-il dit ça? Donald Trump, il a dit ça parce que c'est un ancien président. C'est un ancien président qui est parvenu à des accords stratégiques dans la région. Il a mis en place les accords d'Abraham qui ont contribué à une certaine stabilité dans la région. C'est quelqu'un qui a su vraiment donner des changes à ce pays d'Israël qui est, il faut se le rappeler, un allié très proche des États-Unis. Hein. Il y a une notion qu'on a peut-être du mal à imaginer, nous, de notre perspective, mais de fait, les liens sont très proches historiquement, culturellement et démographiquement. Donc, il y a une très forte communauté. Il a donné des gages qui étaient plus que symboliques en ramenant l'ambassade américaine à Jérusalem avec des images absolument incroyables. Je vous encourage à regarder ça. Il y a une vraie ferveur populaire avec les gens qui chantent l'hymne israélien. Mais on s'égare. L'enjeu, c'est surtout de dire que c'est sous l'administration Harris-Biden que le Hamas a commis le 7 octobre. Ils ont commis ça parce que il y a moins de fermeté, moins de sanctions auxquelles peuvent s'attendre l'Iran et ses proxys comme le Hamas, le Hezbollah et les Houthis dans la mer Rouge. Mm. Sous Donald Trump, ça ne se produisait pas. Donc ça, c'est un premier élément un peu factuel. L'autre chose, c'est vraiment les lignes de fracture qu'il y a au sein du Parti démocrate, à savoir le parti de Kamala Harris, où on l'a vu même lors de la convention, il y a tout juste un mois, il y avait des grands partisans de la destruction d'Israël, tout simplement, qui noyotent un peu cette idéologie du Parti démocrate et montrent que le soutien ne sera pas aussi inébranlable, voire même complètement hostile. Et de fait, c'est même incarné par des élus démocrates. Et donc, Mm. cette hashtag antisémitisme résiduel, en fait, il n'est pas résiduel aux États-Unis, il est complètement devenu un fonds de commerce. On le voit sur ces universités américaines, sur ces campus américains qui sont complètement idéologisés et qui vont jusqu'à à porter atteinte à voilà tout ce qui constitue un peu cette unité américaine en prenant un peu cette logique de dominant-dominé dont la figure du juif incarnerait un petit peu la caricature par excellence. Mm. Donc on est vraiment un peu dans toute la suite directe du wokisme qui vient voilà, se saisir de cette cause pro-palestinienne, mais à des fins qui sont encore plus délétères. Donc ça pose un réel problème de pérennité de l'État d'Israël, de stabilité de cette seule démocratie du Moyen-Orient et d'alliés historiques des États-Unis. Mm. Quels sont les sujets qui intéressent et qui préoccupent le plus les Américains? En France, on a nos sujets, ce sont presque des marronniers. En ce moment, c'est l'immigration, le budget. Les États-Unis, comment ça se passe? Quels sont les sujets qui les préoccupent Ouais. le plus? Il y a une phrase qui est devenue très connue depuis l'ère Clinton. C'est un stratégiste qui lui avait dit "It's the economy, stupid". Donc, je vous donne la traduction. C'est évidemment, c'est l'économie, mon brave. Si l'économie n'est pas au rendez-vous, c'est impossible d'être élu, quoi. Vous avez beau avoir la meilleure figure, la meilleure prestance, Mm. ça va compromettre votre chance de réélection. De la même manière que si vous êtes impopulaire, mais que l'économie va, tout va. Et donc, je élabore juste un point là-dessus, c'est qu'effectivement, là, il y a un peu une économie en trompe-l'œil. La bourse, elle n'a jamais été aussi haute en ce moment, mais c'est principalement lié à une crise inflationniste qu'on est en train de traverser. Et donc, ils font que ça augmente, mais les coûts augmentent et les salaires augmentent moins rapidement. Donc, il y a une vraie dégradation du pouvoir d'achat. Et donc, c'est ce sur quoi je veux basculer, c'est cette question du pouvoir d'achat. Elle est au cœur en fait des préoccupations et c'est le meilleur argument de campagne de Donald Trump. À chaque fois que les gens vont à la pompe faire leur plein d'essence, vont faire leur plein de courses, ils constatent effectivement une hausse des prix des courses alimentaires de plus de 20%, de l'énergie de plus de 30%. Et donc ça se dit, en fait, depuis que Kamala Harris et Joe Biden sont en place, hein,
il y a plus de 20% et plus de 30% sur le carburant et Ouais. d'autres consommations quotidiennes. Donc ça les rappelle que quand bien même ils aiment pas Trump, ses outrances, son style, ses tweets, ils se disent, on était quand même mieux il y a 4 ans sous une administration Trump sur lesquelles le coût de la vie était plus bas. Ils avaient, à la suite de ce débat, interrogé des électeurs un peu indécis en disant, en fait, moi, je peux tout simplement pas me permettre de vivre sous un nouveau mandat avec Kamala Harris et Joe Biden, dans la mesure où c'est une augmentation du coût de la vie que les gens sont pas en mesure de se supporter. Donc Mm. je vous ai parlé donc de l'économie du point de vue un peu boursier, du pouvoir d'achat. Il y a des questions d'immigration donc on a déjà évoquées, mais qui sont cruciales parce que c'est une crise sans précédent. Il faut vraiment se rendre compte de 15 millions de personnes qui sont entrées parce qu'on est en mode frontière ouverte. Et ça a été déclenché par Kamala Harris et Joe Biden. On le voit quand il y a des journalistes d'investigation, vos confrères qui vont sur place. C'est vraiment très très préoccupant parce que ça alimente le trafic des cartels qui Mm. s'enrichissent via ce trafic d'êtres humains, de drogue, et donc ça pose des vraies questions et pas juste sur les villages frontaliers. On en a parlé dans l'Ohio, dans le Colorado, enfin dans des endroits qui sont dits typiques. Donc voilà, c'est une question qui concerne absolument tout le monde. Et derrière, les gens, notamment Kamala Harris, de manière très larmoyante, c'est également saisi de ce sujet de l'avortement qui est un peu ce dogme, un peu cette religion du XXIe siècle pour les démocrates qui y tiennent absolument qui cherchent pas du tout à trouver un terrain d'entente. Pour eux, ça devrait être légiféré, aucun problème à ce qu'on puisse avorter jusqu'au 9e mois. Mm. Donc on voit vraiment qu'il y a un décalage et même certains démocrates se disent mais attendez, c'est pas du tout l'esprit de l'arrêt de la Cour suprême en 1973. Les avortements étaient censés être rares, légaux et sûrs. Là, vous êtes en train de dire qu'il faudrait de manière systématique et sans contrainte pouvoir avorter jusqu'au 9e mois. Et il y a également des choses qui ont été mentionnées lors du débat et je les soutiens. J'ai entendu, il y a des éléments là-dessus d'anciens gouverneurs démocrates de Virginie qui disaient, mais voilà, on pourrait même envisager, après la naissance d'un enfant, de voir entre le médecin et la mère s'il faut laisser vivre l'enfant. Donc c'est vraiment des choses qui sont Ouais. absolument sordides et je peux les documenter, mais c'est vraiment très très préoccupant. Il y a aussi une question, et je m'excuse pour ce sujet qui est très graphique, mais dans le cas d'un avortement qui ne serait pas concluant, c'est-à-dire que si l'enfant, malgré cette fait broyer le dos et est encore vivant, il laisserait l'enfant mourir plutôt que de lui prêter les soins. Donc c'est absolument scandaleux, ça devrait révolter n'importe qui, au-delà de certains cas d'exception dans lesquels on cherche à vous faire du pathos avec des cas très très extrêmes, hein, vous savez, le cas d'avortement après viol Mm. incestueux, Mm. sous drogue, sous femme mineure, et on essaye d'attirer l'alarme à l'ailleurs. Donc certes, c'est des Ouais. situations tragiques, mais elles sont hyper marginales et en rien, ça devrait justifier des Ouais. avortements jusqu'à la veille de la naissance. Bah, écoutez, merci beaucoup Nicolas Conquer pour ce petit point d'étape sur la campagne américaine. On continuera de suivre ça. Rien n'est définitif, en tout cas pour le moment. Merci de nous avoir accordé votre temps ce matin. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Republican Overseas, qui représente le parti de Donald Trump en France. À bientôt, Nicolas Conquer.